Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Média France TV. Donc auprès de moi, Monsieur Chabouche, Mohamed, merci de ta présence Mohamed. Bonsoir Moulad. Voilà. Bonsoir chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Donc dans notre émission vers 2020, nous allons aborder plusieurs sujets d'actualité qui est très chargée actuellement. Hein. On a toutes les semaines, il suffit de suivre uniquement l'actualité pour remplir notre programme. On va passer tout de suite sur le premier sujet qui est le deuxième tour des élections en Corse. Oui. Un sujet qui pourra nous fâcher dans le futur. Il y a quelques demandes de nouveaux élus et ils veulent une réunion très rapidement avec le gouvernement actuel. Oui, alors mon cher Moulad, comme nous en avions parlé la semaine dernière, à cette table-là, c'est un bis repetita qui se répète. Le groupe indépendantiste de Corse vient de faire de nouveau un hold-up électoral sur les élections qui a eu plus lieu de en Corse. 52%. Hein. Ils sont à 56%. Donc voilà, c'est une victoire sans appel. Comme nous l'avions dit la semaine dernière, cela montre la tendance vers laquelle la politique corse et les politiques séparatistes, régionalistes se dirigent. Ces mêmes personnes n'excluent pas d'ici 10, 15, 20 ans un scénario à la catalane. Pourquoi pas demander une indépendance, pourquoi pas, demander la séparation de l'île de la métropole. Voilà, c'est une situation qui est critique. Nous en avions déjà parlé la semaine dernière. C'est le résultat des politiques aussi bien de gauche que de droite qui ont fait émerger ces tendances politiques, ces séparatistes. C'est un autre fléau qui est comparable au FN, mais qui a, en plus dans son dans sa volonté d'être, une volonté d'indépendance par rapport à un État souverain. Qui se justifie, par des raisons historiques qui sont les leurs. Mais comme je l'avais déjà signalé ici à cette table, je n'approuve pas du tout, cette démarche parce que ça laisse la porte ouverte à des dizaines d'autres régions partout en Europe, pas qu'en France, partout en Europe, qui nous aurions quelques soucis en France déjà. En France, t'imagines si l'Alsace, l'Alsace, Bretagne, commencer à dire voilà, moi je veux être indépendant parce que je me sens plus proche de l'Allemagne historiquement et de par nos richesses, de par notre culture, voilà. De toute façon, économiquement ou sur d'autres plans, oui, bien sûr. Ça ne sera pas bénéfique ni pour les gens qui veulent une séparation, ni pour le pays entier. Hein. Bien sûr, donc il y a plusieurs vecteurs, hein. Ça peut être économique, social, historique, culturel, linguistique, voilà, on peut les aligner, on peut avoir plein d'excuses pour demander son indépendance, mais le fait est que voilà, nous sommes membres d'un État souverain. Moi je suis dans la continuité, je suis pour l'évolution dans la continuité. Bien sûr il y a des spécificités par rapport aux régions, par rapport aux grandes régions maintenant, par rapport à chaque département. Il faut bien entendu tenir compte des demandes spécifiques par rapport à par exemple à l'enseignement des langues régionales. J'apporte beaucoup d'importance par rapport à ça, mais cela ne justifie pas l'éclatement d'un pays souverain, que ce soit la France, que ce soit un autre pays européen. Même d'ailleurs. On peut prendre l'exemple de l'Italie. Voilà, on avait l'Espagne, on peut avoir l'Italie, la France. Demain, ça peut être la Belgique qui est toujours sur une tendance fragile. Voilà, c'est pas ça le but. Le but, la création de l'Europe, c'est le regroupement des États, des différentes nations qui composent cette entité qu'est l'Union européenne. On peut en revenir plus tard sur le pourquoi du comment, les bienfaits ou les désastres de l'Union, mais là n'est pas la question. La question est que voilà, nous devons éviter à tout prix ce genre de politique qui peut être le terreau des clivages entre les populations, que ce soit les populations de ces régions, donc là en l'occurrence de l'île
les autochtones de la métropole. Je tiens aussi à souligner que nous avons énormément des personnes, comment dire, issues des différents courants migratoires qui ont fait leur vie en Corse, qui sont dans des situations très difficiles. Je pense notamment à nos amis les Maghrébins, comment dire, qui sont la première communauté issue de l'immigration qui vivent en Corse, dans cette île, et qui ont été très souvent, comment dire, sujets à des représailles sans aucune raison valable. Voilà. Donc ça peut que attiser le feu, donc ça peut que engendrer d'autres mouvements de violence. Voilà. Il y a plusieurs demandes de libération aussi de retenus, donc de détenus concernant la Corse. Ils veulent une négociation assez rapide avec le gouvernement, donc une affaire à suivre. Alors, est-ce qu'on peut négocier des peines des personnes qui ont été jugées pour des actes criminels ou des actes répressibles par la loi à la date de leur fait? Ça, c'est encore un autre débat. Voilà, donc s'il y a des peines de prison à purger, soit il faut qu'ils les purgent, parce que les personnes qui ont commis ces actes, je pense qu'ils étaient en connaissance de cause et des risques qu'ils prenaient par rapport à leur action. Il n'y a pas de raison, moi je dirais, qu'on puisse négocier avec l'État ou faire une pression dans ce sens-là avec l'État central. Est-ce que ces personnes-là, une fois sorties de prison, ne vont pas encore faire remonter le triomphalisme de leur mouvement et ne va pas laisser la porte ouverte à d'autres revendications? Voilà. Exactement. Merci pour cette intervention sur ce sujet. Nous allons passer sur notre deuxième sujet qui est le nouveau patron du LR, les Républicains. Donc voilà, on y est. On y est. Bon, voilà, c'était une élection sans surprise. Laurent Wauquiez est élu à la tête de ce parti, les Républicains. Bien sûr, ça n'a pas fait autant de vagues que l'élection de Nicolas Sarkozy à l'époque. Il n'y a pas eu autant de stand innovation ou autant de couverture médiatique. Est-ce que c'est la bonne personne pour épauler de nouveau ce parti? Alors tu sais, Mourad, ce qu'il faut bien voir, c'est que Laurent Wauquiez est un personnage à droite de la droite. Actuellement, il est en train de faire de l'appel du pied à la droite et aux extrêmes droites. C'est pourquoi tu as dans le mouvement, les Républicains, des grands ténors, des personnalités vraiment non négligeables qui ont contribué à l'élaboration, comment dire, de cette famille, à la fondation de cette famille politique. Je pense à Alain Juppé, à Valérie Pécresse, qui ont eu des rôles non négligeables tout au long, comment dire, de ces dernières décennies au sein de cette famille politique, qui aujourd'hui, comment dire, sont en retrait par rapport à cette évolution. Je pense qu'il y a une inquiétude au sein même de la famille politique. Effectivement, Laurent Wauquiez est élu aujourd'hui à la tête de ce parti, mais c'est une élection par défaut. C'est-à-dire, il n'a pas l'adhésion de l'ensemble de ces ténors, de ces forces vives qui faisaient la force de ce mouvement, de cette famille politique. Parce qu'il faut bien savoir que les Républicains, ce n'est pas qu'un seul parti. C'est la composante de différents mouvements, de différents micro-partis, de petites composantes, de petits partis de droite qui font, comment dire, cette force. Aujourd'hui, on n'a pas cette force-là, on n'a pas cette unité autour de Laurent Wauquiez. Donc, il faut qu'il puisse montrer à l'avenir quelle est sa ligne de conduite. Est-ce qu'il va se rapprocher de la droite ou est-ce qu'il va plutôt revenir au centre et essayer de regagner la confiance de l'ensemble des concitoyens qui ont leur cœur à gauche, à droite, pardon, à droite. Ça, c'est la vraie question. Et je pense qu'aujourd'hui, Laurent Wauquiez n'est pas le personnage idéal pour incarner, comment dire, ce renouveau. Il en est loin, d'ailleurs.
C'est pourquoi tu as énormément de personnes, d'élus, que ce soit au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau de l'Assemblée nationale, qui ont pris leur distance avec cette élection, qui n'adhèrent pas aux valeurs et à la ligne Laurent Wauquiez. C'est pourquoi d'ailleurs ils ont aussi créé leur propre mouvement qui s'appelle Agir, donc qui eux sont plus centristes, centre de droite, qui vont je pense contrer le mouvement de Laurent Wauquiez. Donc pour un rassemblement, moi je dirais que c'est raté. Pour le coup c'est raté. Donc à côté de ça, tu as Macron qui continue de rafler l'ensemble de l'électorat. Merci beaucoup. Alors, le troisième sujet que nous allons aborder, ça va être Jérusalem. Oui. Depuis que le président Trump a annoncé qu'il va reconnaître ou qu'il va déménager son ambassade à Jérusalem, il y a eu des soucis dans le monde entier. Pourquoi doit-on éviter que Jérusalem devienne la capitale d'Israël? Voilà, c'est techniquement, uniquement. C'est une question, sur laquelle on pourrait discuter durant des heures, et je pense qu'elle a tout son sens aujourd'hui sur ce plateau, vu l'état de l'actualité internationale. Lorsque le président des États-Unis, Trump, a décidé de reconnaître unilatéralement Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, il a donné carte blanche à un État. Sauf que Jérusalem ne peut pas être la capitale d'un État, en l'occurrence l'État d'Israël, pour la bonne et simple raison que c'est une capitale historique, religieuse, des trois religions divines. Donc Jérusalem est aussi bien la capitale des musulmans, des chrétiens que des juifs. Donc au lieu de trouver un consensus, au lieu de trouver une solution à ce conflit, là on a jeté de l'huile sur le feu. Tu as bien vu les événements lors de la prière de vendredi, après la prière de vendredi, la réaction, de l'armée sioniste qui a joué son rôle comme d'habitude, qui ont provoqué, qui ont réprimé derrière. Donc c'est pas de la réprimande, c'est de la provocation. C'est pas de la réprimande, c'est de la provocation qui se joue. Actuellement, nous sommes sur une période charnière de l'histoire au niveau des territoires occupés. Moi, ce que je souhaite, c'est que on revienne à une accalmie le plus rapidement possible, que les vies soient épargnées, c'est mon principal souhait, et que les politiques, surtout américaines, reviennent à la raison. En premier lieu, Monsieur Trump. C'est quand même... alors, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que historiquement, ça fait des décennies que cette résolution a été adoptée par le Congrès américain. Il a été adopté, mais tous les 6 mois, il était repoussé par les présidents américains successivement. Pourquoi? Parce que tu avais d'autres textes des Nations Unies qui pouvaient, contredire ce texte du Congrès. Après, on sait la ferveur et l'attachement que Trump avait témoigné à l'État d'Israël. Je dis pas au peuple juif, je dis à l'État d'Israël. Il faudra bien dissocier voilà, il faut bien le juif et l'État d'Israël. Hein. Voilà, donc c'est ça. D'accord. Je fais bien la différence entre les sionistes et l'État d'Israël. Actuellement, quand tu vois des amis de confession juive qui désapprouvent totalement cette attitude. D'ailleurs, il y avait une manif à Tel Aviv aujourd'hui. Bien sûr. Il y a encore des personnes, qui ont gardé la raison dans ce pays d'Israël, qui sont contre cette décision, parce que eux-mêmes sont dans l'embarras et sont devant le fait accompli par rapport à cette situation-là. Voilà. Donc il faudrait absolument faire pression, faire en sorte que les pouvoirs publics de tous les pays, que les manifestations, que les activistes,
que l'ensemble des réseaux associatifs, que l'ensemble, comment dire, de toutes les forces vives de notre société, comment dire, des milieux associatifs puissent faire entendre leur mécontentement et qu'on revienne à la raison. Moi, j'en profite aussi pour dénoncer, comment dire, l'attitude de quelques, entre guillemets, représentations, comment dire, même pas de l'État d'Israël, qui se disent représenter le lobby sioniste ici en France, CRIF, comme le CRIF, qui se réjouit d'une telle situation. Alors d'un côté, ils dénoncent les violences. De l'autre côté, ils approuvent les violences. Les violences qui sont faites, comment dire, à longueur d'année. Et d'un autre côté, ils jettent de l'huile sur le feu pour attiser ces violences. Voilà, donc on peut pas avoir un double discours. Voilà, il faut que chacun éclaircissent leur positionnement, leur situation. Est-ce qu'on veut la paix dans cette région du monde-là, ou est-ce qu'on veut, comment dire, continuer à brûler ces territoires? Est-ce qu'on veut continuer à massacrer ces innocents? Est-ce qu'on veut continuer à enclaver cette population dans une prison à ciel ouvert? Voilà, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Et je pense que nos politiques ont une grande responsabilité devant eux. Et j'aimerais aussi souligner, comment dire, l'attitude de notre président. Qui a changé, hein. Monsieur Macron, il avait un discours avant le passage de Netanyahou et un autre discours après son passage. On a du mal à comprendre. Alors, moi je condamne son attitude dans ce sens-là. C'est que la France a toujours été un pays qui a voulu apporter une solution, qui a voulu avoir la raison donnée. Par contre, ce qui était le cas dans un premier temps de monsieur Macron. Voilà. Par contre, lorsque je vois Macron qui parle de geler, les mots sont très bien choisis, de geler les colonisations, ça veut dire quoi, geler les colonisations? Ça veut dire qu'on va les arrêter. Pas d'éliminer complètement, mais de stopper pendant une période. Voilà, c'est-à-dire qu'on arrête de voler les terres à ces Palestiniens pendant quelques temps, quelques jours, quelques semaines. Voilà. Une fois qu'on a un peu calmé le jeu, hop, on continue de plus belle. D'accord? Donc c'est ça, c'est ce discours-là que je condamne. Moi, ce que j'attendais de la présidence de la République française, c'est, comment dire, un raisonnement plus ferme, qui condamne, une condamnation beaucoup plus ferme face à Netanyahou, qui a fait le déplacement. Est-ce que le président Macron, et comme d'autres présidents que Netanyahou va visiter probablement dans les prochains temps, sont très influencés par son passage? Qu'est-ce qu'ils se disent? Pourquoi ils sont ils ont changé complètement de discours? Est-ce que CRIF fait son travail de lobbying très bien? Il y a plusieurs vecteurs à ça. Tu as bien sûr le vecteur des réseaux d'influence, de lobby israélites en France qui tournent à plein régime, qui forcément quand tu lis la presse et quand tu les suis, tu les vois à quel point, comment dire, ils sont âme et corps liés à l'État d'Israël. J'ouvre juste une parenthèse. Il faut savoir que actuellement, la France est le premier pays, comment dire, qui fournit du personnel au Tsahal, à l'armée israélienne. Donc, ce sont les binationaux franco-israéliens qui vont faire leur service militaire en Israël. Donc, je pense que nous avons aussi un devoir en France de se questionner sur le positionnement de la France vis-à-vis de ce conflit. D'accord, la France dit qu'elle veut la paix. D'accord, la France se pose ou veut se poser en tant que garant de la paix et de la liberté des Palestiniens sur ces territoires-là, chose qu'elle ne fait à mon sens pas suffisamment et pas avec la force vive et son aura qu'elle pourrait apporter. Mais d'un autre côté, la France, par le biais de ses binationaux, est le premier fournisseur de contingents à l'armée de Tsahal. Donc là, je pense qu'il y a
vraiment urgence à ce que... Pour rajouter quelques mots sur ce sujet est très important. Hein. En France, nous avons déjà retiré la nationalité des gens qui ont fait la guerre, je pèse mes mots, entre guillemets, ailleurs, soi-disant qu'ils avaient fait la guerre, et puis ils étaient super dangereux leur retour en France. Bien sûr. Ben là, c'est pareil. Mais bien sûr. Si je me trompe pas, en Israël, l'armée, le service militaire dure 3 années. Et pendant ces 3 années, ces gens-là, ces Français, hein, à l'origine, vont faire la guerre sur place. Et à leur bien retour, sûr. On ne les suit pas. Oui, non, mais bien sûr. Ce sont des personnes, comment dire, les personnes qui vont faire l'armée. Donc déjà, c'est filles ou garçons, il n'y a pas de distinction. Donc en Israël, tout le monde fait l'armée, homme ou femme. Au retour, bien sûr, il n'y a aucun suivi. Et c'est pour ça que tu as énormément de personnes, comment dire, qui ont fait cette guerre et qui ont des remords à leur retour. Ils ne sont pas bien dans leur peau parce que voilà, ils sont conscients qu'ils ont commis des atrocités. Ils sont conscients, comment dire, que c'est une guerre sale, que c'est une guerre déloyale, que c'est une guerre, comment dire, qui n'a pas de sens, que c'est une armée d'oppression, c'est une armée, comment dire, qui bafouille les droits, qui bafouille les libertés, qui oppresse, comment dire, un peuple d'une région. Donc ils sont conscients, ces gens-là, qui ont leurs remords. Mais d'un autre côté, il y a un endoctrinement qui est fait. Et cet endoctrinement commence ici, en France. Tu as fait un parallèle qui a tout son sens. Aussi bien les personnes qui partent faire la guerre au nom d'une certaine croyance qui n'est tout sauf l'islam, qui vont faire, comment dire, le soi-disant djihad, qui est tout sauf les principes de l'islam, sont totalement condamnables. Mais ces personnes-là qui vont servir sous les drapeaux d'un État sioniste qui fait la guerre à des personnes, comment dire, innocentes, sont tout aussi condamnables. Et ces personnes-là, comment dire, reviennent après leur service, après avoir manié des armes lourdes, des armes de guerre, qui ont pu assassiner des personnes, des vieillards, des enfants, des femmes à bout portant, peuvent revenir et se balader, comment dire, en toute liberté, en toute impunité, dans nos rues, dans nos villes. Voilà, c'est ça qu'il faudrait qu'on puisse aussi soulever comme problème et ouvrir un moratoire là-dessus, en parler, en discuter. C'est un problème, c'est aussi un fléau quand tu as des groupuscules comme la Ligue de défense juive qui n'hésite pas à casser, à en découdre avec la force dans les rues de Paris. On se pose des questions. Nos politiques, à chaque fois qu'ils ont l'occasion, ils nous parlent de la communautarisme, etc., etc., l'influence des lobbies. On ne veut pas de lobbies qui influencent les élus, nos élus. Et là, sur ce sujet, on voit très net que M. Macron a été probablement complètement influencé par les gens, donc comme Krief ou Netanyahou. Hein. M. Macron, là-dessus, a comment dire. Est-ce que c'est une perte sur le plan international? C'est une perte sur le plan international. Et Macron, comment dire, a déshonoré la population palestinienne. Il a déshonoré les Palestiniens. Le fait d'accueillir un Netanyahou à bras ouverts sur le perron de l'Élysée, en lui faisant l'accolade, voilà, avec une attitude décontractée, aussi sympathique, aussi comment dire, aussi proche, voilà. C'est une attitude, comment dire, qui était indécente, totalement indécente vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de ce qui se passe sur ces territoires-là et vis-à-vis de la situation, comment dire, sur ce sujet-là. Moi, j'aurais voulu un peu plus de retenue de la part d'Emmanuel Macron sur ce sujet-là, mais visiblement, comment dire, il n'était pas sur ce... Il n'était, comment dire, pas apte à mesurer l'ampleur de la situation. Une dernière précision. Pour qu'il y ait la vraie paix en Palestine,
depuis quelques années, depuis une dizaine ou cinquantaine d'années, sur le plan international, dans les différentes réunions, on parle de reconnaître, de peut-être reconnaître l'État de la Palestine. Pourquoi on ne reconnaîtrait pas maintenant? Parce qu'en fait, l'ONU a rejeté la demande de Trump hier soir, si mes souvenirs sont bons. Et donc, pourquoi ne pas résoudre le problème aujourd'hui? Maintenant qu'il y a le conflit, on reconnaît l'État de la Palestine et le problème sera le problème des colonies ou autres seront résolus très rapidement. Mais tu sais, pour pouvoir reconnaître ce pays, il faudrait avoir un courage politique, et je pense qu'actuellement aucun dirigeant n'a vraiment ce courage. C'est un problème, qui est international, qui n'est pas propre à cette région-là. C'est un problème qui touche l'ensemble de la communauté internationale, aussi bien les pays arabes que les pays musulmans, les pays chrétiens. Voilà, même outre-Atlantique, même les juifs, hein. Bien sûr. Et il y a une autre situation qui est très embarrassante, c'est que de par les relations économiques et l'influence des lobbies, je dis bien des lobbies sionistes et des armes, parce qu'il ne faut pas oublier que Israël est une superpuissance militaire, dans le sens où elle produit et elle commercialise des armes. De par ses liaisons avec l'Amérique, les États-Unis feront toujours tout pour protéger ce pays du Proche-Orient. Ça ne va pas écarter complètement les États-Unis des Nations Unies. Non, bien sûr que non, Non, ça ne va pas l'écarter. Ça l'isole actuellement. Ça l'isole par rapport à cette position-là bien précise. Mais moi, je pense que c'est une position, propre à Trump. Moi, je suis sûr que l'ensemble de la classe politique et même au niveau du ministère des Affaires étrangères américaine, c'est une décision, qui est très épineuse, qui est très difficile à gérer. Beaucoup de diplomates sont dans l'embarras par rapport à cette décision de leur président. Ils ne savent pas comment ils vont gérer ce dossier-là. Voilà, on ne prend pas une décision comme ça sur un coup de tête. Surtout venant d'un pays comme l'Amérique, comme les États-Unis. Après, durant des années, on dit que il y a un fou en Asie qui est à la tête de la Corée du Nord. Mais actuellement, nous n'en avons pas un, nous en avons deux. Donc nous avons vraiment deux fous qui sont à la tête de pays et qui risquent, de mettre notre planète à feu et à sang. Et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête et qu'il faut être très 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 vigilant vis-à-vis de l'avenir. On va revenir sur le sujet de Jérusalem. Toi, tu vas revenir sur ce sujet à la fin. Donc, un dernier point. Donc, voilà. Nous avions l'ouverture d'un local identitaire à Strasbourg. Oui. Et il s'est passé des choses pendant cette Il s'est passé des choses. Alors, je vais faire une petite parenthèse avant d'expliquer cette situation. C'est qu'actuellement, nous sommes dans une période hivernale et bon nombre de nos concitoyens, sont forcés de vivre dans la rue. Que ce soit des femmes, des hommes, des enfants. Il y a encore quelques semaines, il y avait des familles qui vivaient avec des tout petits enfants en bas âge sur les trottoirs de Strasbourg. Donc voilà, je souhaite que tout le monde puisse retrouver un toit par ces périodes hivernales et qu'on puisse apporter tous nos soutiens à ces populations qui sont dans la détresse, qui sont dans face au danger de la vie nocturne et de la vie, dans ces conditions-là. Chose que nous pouvons aussi souligner, Strasbourg, de par sa générosité, a en son sein plusieurs groupes d'entraide qui n'hésitent pas à faire le tour de ces populations vivant dans les rues, les SDF, en leur distribuant des vivres,
de quoi se nourrir, de quoi se couvrir, de quoi passer une nuit au chaud. Et je remercie d'ailleurs ces équipes-là, notamment les compagnons de l'Espoir, l'équipe à Abdelaziz, qui font un travail formidable toutes les semaines au centre de Strasbourg et qui distribuent des vivres et de quoi, rendre heureux ces populations-là. Mais en faisant cette démarche, ces personnes-là ne font aucune distinction ni de race, de couleur, de sexe, d'appartenance, de confession, rien du tout. Donc voilà, une personne qui est nécessiteuse, elle est nécessiteuse. Donc on leur apporte notre soutien, notre aide. On peut pas dire voilà, moi je t'aide parce que t'es blanc, parce que t'es chrétien, parce que t'es musulman ou quoi que ce soit. Et ce qui est désastreux, c'est que dans une période comme ça, un groupuscule d'extrême droite a ouvert un local à Strasbourg, un local identitaire qui veut aider uniquement les personnes d'une certaine catégorie, d'une certaine appartenance ou d'origine. Voilà. Donc je condamne fermement cette démarche qui est très 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 dangereuse, comme ce qui s'était passé en Corse. Si nous continuons, nous pouvons aller vers des désastres par rapport à excusez-moi, par rapport à l'entraide entre les populations. Touba, je te remercie. Excusez-moi. Voilà. Merci. Merci Mourati. Donc, ce local a vu le jour, et je remercie aussi toutes les personnes qui ont manifesté leur mécontentement vis-à-vis de cette ouverture. Chose choquante à Strasbourg, c'est que donc c'est l'extrême gauche. Dans cette manifestation qui a été organisée par les groupes politiques et associatifs de l'extrême gauche, comme d'habitude, nous pouvions voir des drapeaux de terroristes, même beaucoup de drapeaux de terroristes du PKK qui étaient là. Alors je ne vois pas quel est le lien entre des terroristes PKK qui condamnent d'autres terroristes ou d'autres extrémistes. Voilà. Donc c'est ça l'amalgame et la situation qui n'a ni queue ni tête et qui n'a aucun sens. On mélange pas mal de choses. On mélange pas mal de choses. En ce moment en France. Alors, pour moi, c'est juste de l'opportunisme de la part de ces groupes terroristes qui profitent de n'importe quelle occasion pour pouvoir brandir leur drapeau et leur tête de terroriste sur les pavés de notre belle ville. Par contre, moi, j'en profite pour condamner, ces associations et ces partis d'extrême gauche qui laissent un groupe terroriste agir en toute impunité, comme ça, librement, vis-à-vis, de la population. Donc, c'est ce que je voulais condamner ce soir. Voilà. Bien sûr, nous sommes contre ces groupes identitaires, ces démarches identitaires. Si nous voulons aider des nécessiteux, si nous voulons aider, des SDF, nous pouvons faire sans choisir sa couleur, sans choisir sa religion, sans choisir son appartenance ou ses origines. Nous nous rapprochons de la fin, donc j'aimerais revenir vers Jérusalem. Dans un premier temps, c'est pas une affaire des musulmans uniquement, les chrétiens, ils sont concernés aussi, mais on les entend pas trop actuellement. Les juifs, ils sont concernés aussi, et on les entend pas tellement. Et les associations musulmanes, il y a un silence complet, ou pratiquement complet actuellement. Alors, mon cher Moulat, il faut que nous puissions sortir de nos petites considérations locales et de nos petits marchandages et avoir le courage de pouvoir crier haut et fort nos convictions. Par rapport aux structures confessionnelles juives et chrétiennes,
il y a des courageux parmi eux, il y a des personnes, comment dire, qui osent braver l'omerta qui peut peser sur leur structure. D'ailleurs, le plus grand exemple, c'est le pape chrétien copte d'Égypte qui a refusé de rencontrer l'administration américaine en Égypte de par leur décision. C'est un courage, je dirais, politique de sa part de s'afficher ainsi. Voilà, parce que Jérusalem ne peut pas être la capitale d'un État sioniste. Donc, il y a des courageux parmi eux. Par rapport aux associations juives aussi, j'en suis sûr qu'il y en a énormément qui condamnent ces agissements. Et le plus grand courage devrait et doit venir des structures associatives, qu'elles soient culturelles ou cultuelles, de la communauté musulmane, de la communauté française, européenne, internationale, pour pouvoir condamner ces agissements et cet événement. Donc moi j'invite l'ensemble des structures associatives, politiques, culturelles, éducatives à prendre part à cette démarche, à cette contestation, à ce mouvement, comment dire, qui grandit en s'amplifiant de jour en jour pour cette cause. Ce n'est pas une histoire de cause palestinienne. Une histoire de cause palestinienne, c'est une histoire d'injustice et de vérité, comment dire, qu'il faudrait rétablir. C'est pourquoi nous organisons ce samedi un rassemblement, comment dire, à Strasbourg. Notre régie va mettre voilà. Donc Strasbourg, un rassemblement à Strasbourg pour Jérusalem. À 14h, place de la Gare à Strasbourg. À Strasbourg à 14h, voilà. Donc, on profite de notre émission pour faire un appel. Bien sûr, à tous ceux qui veulent. Nous attendons l'ensemble des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois, toute identité, toute confession, toute origine confondue, voilà, parce que, comme je te disais, ce n'est pas une affaire de musulmans, c'est une affaire, comment dire, universelle, de droits de l'homme, d'équité, d'égalité, de justice, vis-à-vis de cette situation. Voilà, donc nous organisons ce rassemblement et j'espère que nous pouvons faire entendre notre voix, nos revendications face à cette injustice. Merci beaucoup Mohamed, merci beaucoup à Merci à toi Moulat. Chers téléspectateurs. Donc l'appel est lancé, donc vous êtes tous invités ce samedi, le 16 décembre à 14h, place de la Gare à Strasbourg. Merci beaucoup, bonne soirée, à lundi prochain. Bonne soirée.